Bonjour Gilles, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui de venir sur les Africa Talk Sports. Merci beaucoup Mustapha de m'avoir invité et merci à tous nos auditeurs qui vont venir nous écouter sur cette vidéo. Et bien évidemment, félicitations au Sénégal qui s'est qualifié contre le Maroc et hâte de voir ce que ça va donner dimanche prochain. Mais félicitations déjà au Sénégal, troisième finale en 4 éditions. Grand coup de chapeau pour le Sénégal qui montre qu'il devient un grand pays du football africain. Merci beaucoup. Et au-delà même des résultats, je pense que cette CAN nous offre surtout une matière très riche pour réfléchir au football africain dans son ensemble. Et justement, c'est pour cela, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de t'avoir aujourd'hui pour prendre du recul, dépasser le score et analyser cette CAN avec un regard business, institutionnel et stratégique. Donc, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, on se retrouve pour un format spécial CAN, mais avec un regard un peu différent, un regard de business, comme je l'ai dit. Et mon invité, Gilles Chris Lawson, qui est un expert en sport business et des grands événements internationaux. On va se lancer un peu sur la CAN, du positionnement du Maroc et de la Coupe du Monde 2030, football africain. Gilles, merci beaucoup encore une fois de plus. Je m'en vais vous poser ma première question de cette édition, qui est euh, quand on met de côté le terrain et les résultats sportifs de cette CAN, Ouais. quel est ton regard global sur cette CAN d'un point de vue organisationnel et stratégique? Ben, tout d'abord, il faut dire que cette CAN Maroc 2025, puisque c'est la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui est organisée et qui est à cheval sur 2 années, c'est une compétition qui était particulièrement attendue parce que le Maroc est de retour sur le plan à différents niveaux, au niveau de l'événementiel sportif, et c'est un pays qu'on attend particulièrement, notamment sur l'organisation de grands événements comme celui-ci. Et aujourd'hui, ce que l'on a vu du Maroc durant toute cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un Maroc qui a organisé une compétition qui a, j'ai envie, à mon sens, en termes d'infrastructure, en termes d'accueil, même voilà, de pelouse, de la qualité des terrains, des stades et aussi de couverture médiatique. C'est une Coupe d'Afrique qui a respecté le continent africain et qui a respecté l'Afrique et qui a mis cette compétition au cœur du système du football mondial actuel et qui fait en sorte que même si cette compétition elle est en milieu de saison en Europe principalement, et ben cette compétition elle doit être prise au sérieux parce que le Maroc a mis les moyens, a mis les bouchées doubles, a mis les petits plats dans les grands pour que cette compétition soit une grande compétition et c'est ce qui se dit hein, notamment au niveau des infrastructures pour ceux qui sont sur place. J'imagine que les Sénégalais qui sont du côté de Tanger, qui depuis le premier tour jusqu'à la demi-finale ont pu témoigner justement de cette hospitalité marocaine, ont pu témoigner aussi donc de la qualité des infrastructures et de réception du Maroc par rapport à cette compétition. Et d'un point de vue global, c'est, on va dire, un succès euh, sans équivoque, sans ambiguïté que le Maroc est en train de montrer à l'image de l'Afrique, mais surtout à l'image du monde pour les échanges que nous allons peut-être aborder tout à l'heure. À vous entendre parler donc, est-ce qu'on pourrait dire que cette CAN, c'est une confirmation ou bien même une transition sur le côté euh, opérationnel ou organisationnel des CAN précédentes et aussi de la position du Maroc au niveau international? C'est ça en fait. C'est vrai que on peut voir, on va dire que au niveau de l'organisation des différentes Coupes d'Afrique des Nations, depuis maintenant qu'on est passé à la phase à 24 nations, donc depuis 2019 et la CAN en Égypte, Mhm. il y a eu la CAN 2021 qui s'est jouée en 2022 au Cameroun, puis la CAN 2023 qui s'est jouée en 2024 en Côte d'Ivoire, et celle-ci on sent qu'il y a une montée en puissance de l'organisation et Mhm.
il y a une suite logique dans ce qui est fait et qu'en fait, on doit faire encore plus grand, encore plus fort dans la façon de gérer cette compétition. La Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire a été un énorme succès populaire, un énorme succès aussi au niveau des infrastructures, qui a permis de répartir différents stades à différents endroits du pays et elle a su connecter l'Afrique et la diaspora voilà, du monde entier qui est venu en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc s'attendait à avoir le même défi. C'est vrai que l'engouement est un petit peu différent. On est dans une compétition qui se joue dans une période qui, pour les Marocains, est un peu plus importante que le football, à savoir là, une période où il pleut. Ouais, Et ouais. quand on sait, on va dire, les tensions qu'il y a pu y avoir au niveau voilà, de la rue au Maroc, et que la pluie est arrivée, que ça a peut-être eu un effet sur le spectacle, ben, on peut dire que, voilà, que ça vient peut-être un petit peu ternir la note du côté du Maroc. Mais Mm. le Maroc a su a su répondre à des questions que les Ivoiriens ont su répondre et eux, ils ont su encore plus personnaliser l'accompagnement des différentes délégations des équipes pour que cette compétition soit un succès. Et ça, c'est à mettre au crédit de l'organisation marocaine. Et inévitablement, c'est un grand succès qui permet de pouvoir être une grande répétition pour les échéances qui vont arriver d'ici 4 ans, où la Coupe du Mhm. Monde de 2030 est un objectif majeur qui mettra encore le Maroc encore un peu plus au centre du monde du football. En parlant comme vous l'avez dit, de la Côte d'Ivoire, eux, ils ont clairement mis l'événement comme une carte stratégique pour vendre leur pays. Et je pense que celle qu'ils ont vraiment donné aux amoureux du football africain était de telle sorte que le Maroc n'avait même pas le choix de ne pas faire ce qu'ils sont en train de montrer dans comment dirais-je, à travers les infrastructures, à travers l'organisation, qui est super et qui est une fierté pour nous, Africains. Mais est-ce que aujourd'hui la CAN peut être vue seulement comme une compétition sportive ou elle est devenue une véritable outil de positionnement politique, économique et diplomatique, comme je disais à propos de la CAN au Côte d'Ivoire. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est vrai que de tout temps, le sport a toujours eu une portée qui va au-delà du simple message du sport, hein, que ce soit l'olympisme qui voilà, nous a déjà réunis à quelques reprises, Mustapha, euh, voilà, sur diverses discussions. On voit que les différents pouvoirs, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient démocratiques ou autoritaires, monarchiques ou au niveau ou présidentiel, on voit et on sent clairement qu'il y a l'idée de faire la promotion d'un message qui va au-delà du sport, donc qui peut être un message politique, mais qui peut être aussi un message diplomatique ou géopolitique. Et là, le Maroc n'a pas failli à cette tradition, à cette continuité, puisque c'est vrai qu'il y a divers aspects qui ont été mis en avant par le Maroc. Quand on regarde la cérémonie d'ouverture, euh, par exemple, les frontières du Maroc qui sont plus ou moins discutées par la communauté internationale, le Maroc a pu affirmer aux yeux du monde, à travers cette cérémonie d'ouverture, la marocanité de l'ensemble de son territoire, aux yeux du monde. Ça veut dire que c'est déjà un premier message qui est donné. Et ensuite, c'est vraiment une question d'influence, parce que on sait que pendant une décennie, le Maroc a été aussi mis à l'écart, puisque on se souvient qu'en 2015, il devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations, et le virus Ebola a réfréné les envies marocaines de l'organiser. Ils ont été exclus de la CAF et ça a été un retour qui, au cours d'une décennie, arrive à cette compétition, a permis au Maroc de pouvoir affirmer son repositionnement en Afrique sur divers aspects au niveau de l'Union africaine où ils ont fait leur retour, au niveau donc, des relations avec plusieurs États en Afrique. Et là, le sport vient ici connecter davantage des pays voilà, qui se mettent en lien avec le Maroc et j'allais dire
quoi de mieux que le Sénégal aussi, qui a jamais démenti son lien avec le Maroc pour pouvoir être un exemple. Et c'est vrai que c'est très important de voir ça, puisque c'est un outil que le pouvoir chérifien met en avant comme voilà, toute autre nation, tout autre État qui organise ce type d'événement. Et il profite de cette occasion pour affirmer beaucoup de choses à travers au monde et à travers justement donc les différentes actions et messages qu'il souhaite porter. Ouais, et même pour ajouter à ce que vous disiez, eux, ils se sont pas réveillés un jour et ont organisé la Coupe d'Afrique. Je pense il y a eu des événements successifs même Bien sûr. de compétition de la CAF et même de la FIFA chez les jeunes et même sur aussi en football et en futsal. Donc, mais cette stratégie aujourd'hui, est-ce que vous pensez que euh, c'est une stratégie claire et assumée de monter en puissance vers 2030? Disons que pour les différentes compétitions, j'allais dire que le Maroc, après avoir été exclu en 2015, est rapidement revenu dans le giron du football africain. Mhm. Après, j'allais dire qu'il y a eu des élections au niveau de la CAF qui ont changé la donne, puisque Issa Hayatou a quitté ses fonctions pour mettre le malgache Ahmed Ahmed, qui a lancé le symposium du football africain, je crois aux environs de 2017 ou 2018, qui a eu Ouais. lieu au Maroc à l'époque. Et aussi, maintenant, on voit que la FIFA et la CAF ont maintenant leurs quartiers généraux, en tout cas en Afrique, du côté de Rabat. Je sais que pour la FIFA, ça a été déplacé de Dakar pour aller du côté voilà, du Maroc. Et que pour la CAF qui est aussi dans une stratégie de diversification où les locaux qui sont en Égypte se déplacent aussi en partie du côté du Maroc. Donc, déjà pour ça, le Maroc déjà se replace dans ce contexte-là et l'organisation de différentes compétitions de la CAF. C'est vrai que là, on voit le football masculin A, ça c'est un fait avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme tu l'as dit, on parle des compétitions féminines, on parle des compétitions de futsal, on parle des compétitions de beach soccer, voilà, donc de football diversifié qui se passe au Maroc et qui se passe aussi au Maroc, notamment par rapport aux compétitions FIFA. La dernière en date, je crois que c'était le mondial U17 féminin qui avait eu lieu au Maroc, en même temps que les barrages intercontinentaux africains pour la Coupe du Monde. Ça montre aussi que le Maroc voilà, est en mesure de pouvoir organiser plusieurs types d'événements en même temps, de façon simultanée. Et j'allais dire, oui, clairement, je pense que 2030 est dans toutes les têtes à chaque fois qu'on est toujours sur de la répétition de ce grand événement-là. Mais c'est un événement qui est infiniment plus grand que que la Coupe d'Afrique des Nations, puisque là, on est sur une compétition où il y aura 48 équipes. C'est vrai que le Maroc ne sera pas seul, il y aura l'Espagne et le Portugal qui organisera cette Coupe du Monde 2030. Et il y a même des chances que cette compétition puisse passer de 48 à 64. Donc, c'est-à-dire avec un nombre de matchs qui sera encore plus grand. Et donc, quand on voit qu'il y a 8, 9 stades de la capacité du Maroc avec minimum 40 000 places qui peuvent accueillir des matchs de Coupe d'Afrique des Nations, on ne se pose même pas la question pour la Coupe du Monde. Donc, il est là déjà le signal qui est donné par le Maroc et que là, il se dit qu'ils sont prêts pour la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Bon, moi, j'ai le sentiment que rien n'a été laissé au hasard du début de ces compétitions et jusqu'à présent, en passant par, comme vous l'avez dit, les compétitions de la CAF, et de la FIFA qui se sont succédées dans le territoire marocain. Penseriez-vous que c'est un modèle que d'autres pays africains peuvent suivre à l'avenir? Je pense que c'est un modèle oui, que certains pays ont voulu suivre. Déjà, la Côte d'Ivoire l'a fait, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas un phénomène qui est nouveau Mm. dans le football africain, enfin, dans le sport africain. Donc, le Maroc le fait et justement le fait en mettant les moyens. Et quand on voit les prochains organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations, que sont les pays d'Afrique de l'Est, que sont le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, quand on regarde les infrastructures qu'il y a, par exemple, en Tanzanie,
euh, Mhm. avec leur club Simba qui joue les compétitions de Ligue des Champions africaines, on se rend compte que quand même, voilà, il se passe quelque chose aussi dans ce sens-là, et qu'en fait, ils ont envie de s'affirmer comme une autre alternative possible dans le football moderne, enfin dans Mhm. le football moderne, dans le sport, pour Mhm. pouvoir organiser de belles compétitions un petit peu partout en Afrique. Que ce ne soit pas que l'apanage du Maroc, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des délégations qui sont obligés de délocaliser leurs matchs dans des stades qui sont aux normes de la CAF. Et beaucoup de ces sélections-là jouent au Maroc. Et même le Maroc, j'ai envie de dire, joue quasiment tous ses matchs à domicile parce que même quand ils sont à l'extérieur, ce sont des délégations de pays qui viennent au Maroc pour jouer ces matchs-là. Donc, il faut que, en fait, il n'y ait pas que le Maroc qui soit, on va dire, le porte-drapeau de l'événementiel africain. Il faut qu'il y ait différents endroits, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit où là où effectivement donc les Algériens, les Égyptiens peuvent aussi être et les Tunisiens peuvent être vus comme des modèles, mais aussi en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire notamment, et aussi donc d'autres pays comme en Afrique de l'Ouest et aussi ce qu'on attend aussi en Afrique centrale avec le Cameroun qui a organisé la CAN 2021 et le Congo aussi qui sont d'immenses pays et qui ont cette vocation en étant des grands pays de football à avoir aussi de grandes infrastructures. Ce sera un idéal. Quête de la Coupe du Monde du Maroc depuis presque 35 ans maintenant. Et je pense que, Tout à oui, fait. depuis 1998, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce que cela dit selon toi, de sa vision et de sa résilience institutionnelle en C'est tant que pays? exactement, mais c'est vrai que quand on voit, on va dire, l'intention que le Maroc a eue justement d'organiser des grands événements sportifs, les premiers Jeux de la francophonie ont eu lieu au Maroc, donc sous l'égide du roi Hassan II, le roi du Maroc Hassan II à l'époque, et c'est lui qui a eu cette vision-là d'organiser, on va dire, de vouloir organiser la Coupe du Monde voilà, dès la Coupe du Monde 1998. Et c'était, on va dire, au prix d'une bataille que la France a gagnée à l'époque, en 1992, que le Maroc a fait date en se disant, tiens, un pays africain qui veut organiser la Coupe du Monde, c'est assez particulier. Donc, ça, c'est un premier point. Et c'est là qu'en fait la quête a continué, hein, puisque la Coupe du Monde 2006, le Maroc s'est à nouveau présenté. En 2010, le Maroc s'est à nouveau présenté justement, mais là, c'était là l'organisation était exclusivement dévolue à un pays africain. Le Maroc Mm. avait peut-être le meilleur dossier, même pour les gens enfin les personnes qui ont voté du conseil de la FIFA à l'époque, du comité exécutif de la FIFA à l'époque. Le Maroc avait reçu les suffrages des représentants africains de ce comité exécutif, mais c'est l'Afrique du Sud qui l'avait emporté. Et ben, on va dire que voilà, de quête en quête, il a fallu encore affiner, encore et encore. En 2000, pour la Coupe du Monde 2026, il s'était positionné, mais les Américains, conjointement avec les Mexicains et les Canadiens, ont pu avoir l'organisation. Et là, il faut que le monde sache, parce que j'ai pu parler avec certaines personnes qui ont été qui sont plus ou moins liées à la fédération marocaine et au comité d'organisation de cette Coupe du Monde à venir, c'est que officieusement, l'impulsion du Maroc pour pouvoir l'organiser avec l'Espagne et le Portugal, c'est vraiment la volonté personnelle du roi Mohamed VI qui a permis à ce que le Maroc puisse enfin, obtenir cette organisation de la Coupe du Monde de 2030 et a pu même aussi avoir une sorte je ne sais pas si on peut appeler gentleman agreement ou de roi, de King's Agreement, puisque ce sont les rois du Maroc et les rois de l'Arabie Saoudite qui se sont mis d'accord pour pouvoir organiser dans un premier temps en 2030 la Coupe du Monde du côté donc du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord, et en 2034 du côté de la voilà du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il y a cette volonté en tant que pays de vouloir avancer, c'est d'un souverain à un autre. Il y a cette continuité-là, on a pu le voir aussi avec le prince héritier qui a été à la cérémonie d'ouverture, qui lui aussi est dans cette continuité-là. Mais c'est vrai que le Maroc a toujours voulu se positionner dans ce cadre-là. Quand le Maroc organise le mondial des clubs de football
de la FIFA, je crois, dans les années 2014, 2013-2014, c'est dans cette logique-là. C'est, il fallait que ça arrive à un moment donné. Cette quête a été longue. Et maintenant, le Maroc maintenant doit montrer qu'il est à la hauteur de l'ambition qu'ils ont eue depuis 35 ans. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts. En 98, là, ils semblent être prêts, ils veulent le montrer. Et il faut maintenant sauter le pas pour que définitivement l'Afrique soit vue comme une zone géographique où on peut organiser régulièrement des grandes compétitions. Ces multiples options de donner 2 à 3 pays d'organiser en même temps des compétitions comme la Coupe du Monde, ça montre un peu l'importance de cette relation gouvernementale entre les pays et qui est Mhm. souvent un facteur déterminant entre un projet Ouais, réussi et un projet fragile. Donc, les c'est ça. grandes compétitions mettent en lumière la capacité ou non des institutions à travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, Tout à fait. avec ce que la FIFA a comme feuille de route Mhm. et de faire de sorte que des pays peuvent avoir la possibilité euh, d'avancer à côté organisationnel, mais en même temps de développer des relations institutionnelles et de gouvernance en même temps et de pouvoir échanger. Et là, le constat est fait, même dans les grands événements. Maintenant, que ce soit Dakar 2026, que ce soit la Coupe du Monde de 2026, même ils étaient au Maroc pour apprendre et pour vivre en même temps avec eux leurs expériences. La question suivante concerne un peu les infrastructures et Bernabeu comme Mhm. choix stratégique. C'est ça. Donc, et la finale se jouera au Bernabeu, alors que le Maroc vraiment voulait organiser cette finale de la Coupe du Monde. Donc, Ouais. d'un point de vue business et image, est-ce qu'on peut considérer ça comme une défaite symbolique ou un compromis stratégique intelligent du Maroc? Que disais-je? Oui, voilà. Donc, j'allais dire que c'est un peu dur de le voir comme ça pour concernant le Maroc, parce que en fait, même si moi je pense que le Maroc a été à l'initiative de cette candidature pour 2030 et que elle a pu avoir des partenaires européens qui ont permis de d'asseoir cette candidature comme légitime et qu'elle ne souffre d'aucune contestation pour la Coupe du Monde 2030. Je pense qu'il y a eu le choix de compromis parce que ce sont quand même de grands pays de football que sont l'Espagne et le Portugal. Et le Maroc aussi avait aussi sa place et avait tout fait, a tout fait pour avoir un stade qui soit à la hauteur de capacité pour accueillir une finale de Coupe du Monde. Et sachant cela, il faut se dire que le Maroc avait cette ambition-là d'accueillir une nouvelle finale de Coupe du Monde, 20 ans après la Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud. Mais le Real Madrid étant le Real Madrid, Florentino Pérez étant Florentino Pérez avec la rénovation du stade Santiago Bernabéu, a Ouais. voulu mettre ce stade-là au cœur aussi de la candidature espagnole et faire en sorte que le Real Madrid puisse s'enorgueillir de la réputation mondiale qu'il a Ouais, ouais. pour que cette finale ait lieu au Santiago Bernabéu. Et c'est un petit peu dommage à mon sens parce que le Santiago Bernabéu a déjà accueilli la finale de la 2 Ouais. et c'est dommage et c'est dommage que le Maroc n'ait pas été en mesure de pouvoir organiser cette finale. Elle se contentera sûrement d'une demi-finale ou du match de la troisième place. Ouais. Mais c'est vrai que on aurait aimé voir peut-être côté marocain une finale qui ait lieu oui, voilà, dans un des stades de Rabat où voilà, donc c'est pour ça que aujourd'hui il y a eu le fruit de plusieurs discussions et que ça a mis du temps. Parce que la plupart du temps, Mustapha, on sait que la compétition, on va dire que les dates sont déjà arrêtées et fixées à l'avance. On sait que les stades sont déjà fixés à l'avance. On connaît où se jouera Ouais. la finale. Et là, on a Mm. attendu simplement 2026, début d'année 2026, pour savoir que ce sera en Espagne. C'est pour dire qu'il y a Mhm. eu quand Ouais. même beaucoup de négociations entre le président de la fédération marocaine, Fawzi Leïdja, avec la fédération espagnole, avec la fédération portugaise, pour trouver une sorte de consensus et d'accord. Ouais.
Et je pense que dans ce type de compétition, tout se joue aussi dans la capacité à négocier et C'est à ça. accepter certains arbitrages stratégiques. Voilà, donc dans les grands événements, le choix de stade de la finale dépasse souvent le cadre sportif et C'est ça. il raconte aussi une histoire politique, économique et symbolique. Donc, on va passer par, sur ce, en parlant des stades, on va parler de la question de l'héritage. Selon toi, quel est l'héritage réel de ces grands événements pour le sport africain? Moi, je pense que déjà la question de l'héritage, c'est une question qui est pour moi la question centrale de ces grands événements sportifs. Parce que on ne peut pas se permettre aujourd'hui, comme on a pu le faire du côté de Athènes en 2004 ou de Rio en 2016 et de même la Coupe Mhm, du Monde de football en 2014, mhm, de se permettre à ce que ces événements, ces grands événements sportifs soient des éléphants blancs, comme on dirait dans le métier où en fait vous construisez des stades et des infrastructures qui servent pour les 2 ou 3 semaines de compétition ou un mois de compétition que voilà donc que l'événement comporte et ensuite n'ait plus aucune utilité et soit laissé à l'abandon et n'existe plus. Et ouais, ça c'est quelque chose que c'est pour moi impossible de penser une compétition ou un événement sportif en se disant qu'il n'y a pas de durabilité dans les infrastructures. Parce que ça permet tout simplement ouais, donc à ces pays-là aussi de pouvoir allez, pérenniser durablement ces infrastructures. Par mhm, exemple, je vais te prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le fait qu'il y ait des villages Cannes dans les 6 villes, dans les cinq villes, parce qu'il y a aussi, voilà, Abidjan avait 2 stades, mhm, voilà, autour des 5 villes de compétition, euh, qui avait donc Boaké, Korogo, Yamoussoukro, Abidjan et San Pedro. Le fait qu'il y ait dans ces villages Cannes maintenant des centres régionaux pour justement détecter les talents ivoiriens un peu partout dans le pays, et donc maintenant à l'échelle régionale et non à l'échelle nationale où tout le monde venait à Abidjan pour pouvoir être déniché comme futur jeune talent, ça montre quelque chose que maintenant le football ivoirien va se structurer en allant ouais, chercher les talents un peu partout dans le pays et en ayant des relais de proximité qui permettent de décentraliser voilà, le travail de la fédération. Donc pareil pour le Maroc, quand tu construis 8, 9, 10 stades de cette envergure, ben il y a mhm, des clubs qui vont en bénéficier déjà d'une. Il y aura donc maintenant un championnat qui peut maintenant être encore plus attractif. C'est l'idée. Et c'est surtout aussi de pouvoir aussi permettre aux générations futures de bénéficier d'infrastructures, de pelouses, de terrains, d'équipements qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir être euh, décelés aussitôt qu'il peut y avoir, que ça puisse être par exemple dans les pays occidentaux, et ouais, de pouvoir aussi être, oui, détecté plus tôt, et de pouvoir aussi se révéler plus tôt pour pouvoir peut-être partir en Europe ou peut-être même rester en Afrique si on arrive à ouais, structurer nos styles de compétition africaine. Donc, la question de l'héritage, il est très important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces équipements-là, avec toutes ces ouais, infrastructures, pour que demain le sport soit vu au-delà du grand événement sportif et que même le petit événement que vous allez organiser au niveau scolaire, au niveau universitaire pour les jeunes, eh ben, mhm. il soit possible grâce à ces stades et grâce à ces centres qui sont, voilà, qui pullulent dans le pays. Ouais. Et je pense qu'aussi pour la jeunesse, ces événements sont souvent le premier point de contact avec des modèles, des rêves et des opportunités concrètes. Donc l'enjeu principal aujourd'hui est de savoir comment transformer l'émotion de ces événements et en perspective réelle pour les jeunes et dans un futur où aussi, comme vous avez dit, les associations sportives, les clubs, ils peuvent aussi en bénéficier. Donc, mais le président de la CAF a évoqué une CAN tous les 4 ans. Que le football africain a-t-il aujourd'hui un modèle économique assez solide pour cela? Moi, c'est vrai que la question des cadrans, c'est le fruit de tiraillements
entre différentes confédérations qui sont en train d'étendre leur sphère de pouvoir. Moi, à mon avis, je pense que la CAN tous les 4 ans est une erreur qui est faite par la CAF aujourd'hui, Mhm. puisqu'elle n'a pas les épaules nécessaires pour pouvoir organiser une compétition aussi espacée. Je rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition qui est plus âgée, pas de beaucoup, mais plus âgée que le championnat d'Europe des Nations, que l'Euro. Mhm. Puisque la première CAN a eu lieu en 1957 et le premier Euro en 1960. Donc, c'est-à-dire que si cette périodicité de tous les 2 ans a toujours eu lieu, bah, mis à part le fait qu'on a voulu passer donc d'année paire à année impaire, comme ça a été le cas au début des années 2010, Mhm. la Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi elle est organisée tous les 2 ans? Parce que c'est la compétition phare de la CAF. Et le fait que ce Yep. soit la compétition phare de la CAF, elle permet justement à la CAF tous les 2 ans de pouvoir générer ses principaux revenus. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, les compétitions africaines de clubs ne sont pas aussi valorisées que cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, du Mhm. coup, il y a une certaine dépendance à ce que ce soit tous les 2 ans. Si, par Ouais. exemple, c'est tout simple, on va dire que Moustapha, toi, tu organises un événement qui te rapporte 1 million d'euros. Et si tu as cet événement-là tous les 2 ans, tu sais que Mhm. tous les 2 ans, il y a 1 million d'euros qui rentrent. Mais maintenant, on te dit que tu organises cette compétition tous les 4 ans. Donc, tu auras un million Mhm. d'euros qui va rentrer, mais tous les 4 ans. C'est pas la même Ouais. chose, justement, dans la répartition de ton budget sur les 4 années. Tu vois, que sur les 2 ans où tu sais ce que tu peux faire. Et là, c'est là le problème de la CAF, c'est qu'en fait, elle a voulu laisser la place aujourd'hui à la FIFA qui veut mettre en place ces compétitions de clubs, comme le mondial des clubs, comme voilà, donc aussi valoriser peut-être d'autres compétitions, comme je sais pas, la Coupe intercontinentale qui a lieu aussi à cette période de l'année, ou la Coupe arabe aussi qu'on a vue en fin d'année 2025, pour que il y ait moins de place pour le football africain, et que la FIFA puisse valoriser d'autres compétitions autres que la Coupe du Monde. Et ça, je ne suis Ouais. pas forcément d'accord parce que le football africain a besoin de sa fête tous les 2 ans. On a été habitué à ce modèle-là de la fête tous les 2 ans. Et économiquement parlant, effectivement, ça va accentuer la dépendance des nations africaines vis-à-vis de la FIFA, contrairement à la Mhm. CAF. Par exemple, je vais donner un exemple qui permet de pouvoir visualiser les choses très rapidement. En Mhm. Europe, il n'y a pas, par exemple, l'UEFA n'a pas la dépendance vis-à-vis de la FIFA par rapport aux compétitions que sont la Coupe du Monde ou Ouais. autre. Ouais. Pourquoi? Parce que la Ligue des Champions voilà, donc, génère plus de 4,4 milliards d'euros par an, ne serait-ce qu'en droits télévisés, ne Ouais. serait-ce qu'en droits télévisés, et donc génère plus d'argent chaque année que la FIFA qui organise simplement la Coupe du Monde tous les 4 ans. Donc, quand on voit ça, donc là, les Européens, eux, peuvent se permettre de pouvoir dire oui, ben, on peut faire l'Euro tous les 4 ans puisqu'on a la Ligue des Champions chaque année. On n'a pas encore de Ligue des Champions africaine solide pour pouvoir le faire. On Mhm. n'a pas de Coupe de la Confédération qui est solide pour pouvoir faire ça. On n'a pas encore aussi le modèle de Super Ligue africaine qui a été lancé aussi il y a quelques temps pour pouvoir se permettre de dire que la CAN, on puisse la mettre tous les 4 ans. La CAN restera la grande compétition africaine aujourd'hui. Il faut la mettre tous les 2 ans jusqu'au moment où toutes ces compétitions qui sont autour vont se développer et vont lui permettre de pouvoir dire on peut passer à 4 ans. Mais là, aujourd'hui, ça a été un caprice pour moi de la FIFA. Et Mhm. les présidents africains ont suivi. Et même si on se rend compte, Mustapha, c'est que l'annonce a été faite de façon surprenante. Et même, paraît-il, selon certaines sources informées, que beaucoup de présidents de fédérations africaines n'étaient même pas au courant de cette décision. Ouais. Et Donc, aussi oui, comment dirais-je, ce qui rend la CAN intéressant, c'est cette périodicité de la CAN qui fait partie même de son ADN, en fait. c'est Donc, ça, tout la à CAN fait. est née comme ça et il y a eu, comment dire, est liée même à la réalité des calendriers et des infrastructures et des enjeux de développement de notre continent. Et je pense que oui, ce serait raisonnable de le laisser comme
euh, comme ça a été au début. Et économiquement parlant, plus je vous rappelle même que comparer directement la CAN, par exemple, à l'euro, peut être trompeur, car les contextes économiques et médiatiques et Tout à institutionnels fait. ne sont pas comparables, en fait. C'est Donc, ça. Parce que voilà. c'est vrai qu'il y a même des discussions, oui, pourquoi on met pas la CAN en été par rapport à l'été européen? Et Ouais. c'est une réalité sur laquelle, justement, étant donné que maintenant la plupart des joueurs qui sont en Coupe d'Afrique des Nations jouent en Europe, eh ben, il faudrait Mhm. adapter cette compétition à ces normes. Je pense pas, il faudrait que la spécificité africaine puisse demeurer en faisant en sorte que cette compétition se joue tous les 2 ans, qu'elle se joue en hiver en Mhm. Europe, et justement après, il faut, là selon les pays, par exemple là, le Maroc, là on est dans une période qui est un peu plus hivernale que dans d'autres pays, mais par exemple si on Mhm. organise ça au Sénégal, janvier, c'est une période voilà, qui peut être favorable pour pouvoir jouer, alors que si on organise ça par exemple en juillet-août au Sénégal, on est en hivernage et ça n'a pas de Ouais, sens. ouais, Voilà, donc ouais, si c'est vrai. demain le Sénégal veut devenir une grande nation en termes d'infrastructure, déjà qu'elle est sur le plan sportif et qu'elle veut organiser une Coupe d'Afrique des Nations, si on lui impose que ce soit une compétition qui soit organisée en été par rapport à ce qui se fait en Occident, et ben du Mhm. coup ce sera une compétition qui a de grandes chances d'être ratée puisqu'elle ne correspond pas aux réalités du pays. Et et en fait, voilà, le continent doit avoir sa voix, son mot à dire par rapport à son fonctionnement. Même s'il est singulier, c'est cette singularité qui peut lui permettre de pouvoir être spécial et de pouvoir aussi se vendre mieux aussi auprès donc des différents annonceurs. Si tu devais formuler un ou deux prépositions stratégiques aux décideurs africains, quelle serait aujourd'hui la priorité absolue? Ah, j'allais dire que j'espère qu'ils nous écoutent, déjà pour commencer, et qu'ils nous regardent. Je sais que Ouais. le programme voilà, donc est vu quand même par bon nombre de décideurs de différents pays qui sont anglophones, francophones. Et justement, Moustapha, c'est une initiative que tu as eue et qu'il faut vraiment saluer, justement de parler du sport en Afrique des personnalités de cet acabit-là. Mhm. Mais voilà, mais là, par exemple, si on doit préconiser des choses, qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui? Ben déjà, c'est de pouvoir être aussi à l'écoute de toute cette jeunesse qui est en train de se former au métier du sport business au niveau organisationnel, que ce soit au niveau de l'événementiel, du marketing, du management. Voilà, qui se forment en France, mais qui se forment aussi donc, dans certains pays comme le Maroc aussi, qui a aussi ses écoles, par exemple, où il y a bon nombre de professionnels qui commencent à être formés et qui commencent à émerger, qui vont être déployés sur différents événements, ben, comme cette Coupe Mhm. d'Afrique des Nations, comme la Coupe du Monde qui va venir, comme les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, où justement, par exemple, il y a le Learning Academy qui va lancer plus de 400 jeunes qui vont travailler sur ces jeux-là. Et ces jeunes-là, j'espère que leur carrière ne va pas s'arrêter à fin 2026 avec ces jeux-là et qu'ils auront envie de pouvoir continuer à organiser des événements de football, de basket, de volley, de tennis, peu importe. Par exemple, par rapport à la NBA, la Basket Africa League, tout ce genre de type d'événements. Donc, il faut faire confiance à ces jeunes-là, qui sont des Mhm. jeunes qui sont capables, qui sont compétents et qui Ouais. ont qui sont en mesure de pouvoir structurer, qui ont des idées opérationnelles pour pouvoir être là, donc aussi qui ont cette vision stratégique aujourd'hui, et aussi faire confiance aussi, là je parle pour toi et pour moi, à faire confiance à cette diaspora qui est présente et qui justement donc met son expertise au service donc d'autres événements. Je sais que tu reviens récemment d'Arabie Saoudite justement par rapport d'un grand événement sportif qui a eu lieu là-bas. Mhm. Euh, voilà, c'est l'expertise que tu as pu avoir, les contraintes, les difficultés, mais aussi le réseau que tu as pu accumuler, acquérir là. Ce sont des choses qu'il faut mettre en exergue et ce sont Mhm. Ouais. des décideurs qui sont en mesure de pouvoir avoir la vision de dire je fais confiance à Mustapha et aujourd'hui pour pouvoir organiser un événement ou une conférence ou pour pouvoir connecter avec des personnes qui sont dans le milieu sportif,
eh ben voilà, on a personnes qui sont capables, plutôt que d'externaliser l'aide, et justement donc de l'envoyer donc vers d'autres. Il y a des enfants qui sont de la diaspora, il y a des enfants qui sont originaires de la diaspora, il y a des Africains qui ont envie de montrer des choses, et il faut leur faire Mhm. confiance. Et j'espère que c'est dans ce cadre-là que l'ère qui est en train de s'ouvrir, par exemple au CIO, avec Kirsty Coventry, ira dans ce sens-là. C'est idéaliste, c'est vrai, je le dis, je sais Ouais. que nous savons, on a des discussions, toi tu dis que voilà, je veux voir pour le croire, et c'est vrai qu'on ne Ouais. demande pas être des saint Thomas, mais voilà, c'est ce que, pour moi, c'est cet espoir-là qu'il y a au cours de ces 10 prochaines années, de se dire que comme la France a eu des Jeux Olympiques où elle a pu former un bon nombre incalculable de personnes et de volontaires, et ben l'Afrique, avec les événements qui sont en train de s'accumuler, et ben elle est capable de pouvoir organiser ses propres Jeux d'été avec du personnel qualifié venant et émanant du continent. Euh, Construire aussi un modèle économique durable et prévisible qui ne dépend pas uniquement des grands événements ponctuels, C'est mais ça, qui tout à fait. repose sur des revenus réguliers, transparents et bien redistribués à l'échelle du continent, Bien sûr. aidera encore plus mieux et voilà donc et mettra en amont aussi la possibilité euh, des expats comme nous, voilà, des enfants du continent ou bien des gens qui sont des experts dans des domaines bien définis et qui ne vivent pas en Afrique et qui veulent même contribuer sur ces événements ou bien même Bien sur le sûr. développement du sport dans le continent. Mais quel est le message que tu aimerais aujourd'hui leur dire? Ben, c'est un message quand j'ai envie de me donner à moi également et que j'ai envie de te donner à toi et que j'ai envie de donner à tous ceux que l'on connaît et que l'on a peut-être aussi en commun, c'est de ne pas, il faut pas baisser les bras. C'est vrai que on est dans une situation, enfin on est dans une situation où c'est vrai que si on doit connaître les coulisses de ce qui se passe au niveau politique, institutionnel justement dans ces institutions, on serait peut-être allez, découragé de vouloir s'y lancer, de se dire tiens, est-ce que ce serait pas mieux de faire autre chose? Et si on laissait notre place? Ouais. La place qui est censée nous revenir de droit, est-ce que si on la laissait pour ne pas avoir de problème et pouvoir s'occuper de notre vie de famille de façon plus tranquille, plus sereine? Voilà, l'idée c'est vraiment voilà, de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager aujourd'hui et de faire le nécessaire pour que demain, eh ben, ce soit notre tour, entre guillemets, à le tour de Mhm. notre génération, de façon générale, de façon globale, de prendre des décisions, d'avoir la vision et de faire confiance aussi à ceux qui vont nous suivre. Et donc, si voilà, cet effort-là, comme on ne veut pas forcément nous donner ça dans la main et tout cuit, eh ben, il faut aller le Mhm. chercher. Et aller le chercher, c'est continuer à travailler, continuer à faire ce type de discussion, discussion, peut-être avoir des idées, essayer de créer des initiatives. Et un jour, effectivement, ça va finir par payer. Et à ce moment-là, eh ben voilà, le fait de ne pas s'être découragé, de ne pas avoir baissé les bras, eh ben c'est ça qui va faire la différence pour nous et pour le sport en Afrique et pour le sport en général. Parce que quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel nous nous trouvons, quand on est passionné de sport, je pense que c'est universel et il faut qu'on continue à faire ça, mais qu'il y ait davantage de diversité et de visages qui Ouais. montrent cela et pour que l'on puisse être fier de nous et demain qu'on soit fier de nous par rapport à ce qu'on aura réalisé. Ouais. Moi, je dirais simplement que avec une vision, la formation et les collaborations, sans ces trois piliers, il serait difficile de transformer le potentiel du sport africain Mhm. euh, en réussite durable. Et Bien sûr. aujourd'hui, je me dis que ce qu'il faut penser à arrêter, c'est de travailler uniquement dans l'urgence, où l'événementiel est commencer à bâtir des projets durables, Bien sûr. mesurables et cohérents. Et avec ça, comme on l'avait dit, l'héritage pourra rester longtemps et que la jeunesse la future, la nouvelle génération pourrait se développer
et acquérir toutes les compétences requises tout au long du processus. L'émission touche à sa fin et c'est un plaisir d'échanger avec toi. Et merci encore une fois de plus, Gilles. Merci beaucoup à toi, Mustapha. Merci beaucoup pour l'initiative voilà, donc, de l'Africa Talk Sport. Et voilà, donc que ça continue et que maintenant on a bien parlé, que maintenant ce soit aussi le moment aussi de l'action. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sous ton impulsion ou sous l'impulsion des uns et des autres. Et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci beaucoup et merci à vous qui nous avez écoutés sur Africa Talk Sports. À très vite. Merci beaucoup.